Vous écoutez France Culture. Des ombres sur Innsmouth de Howard Phillips Lovecraft. Je n'avais jamais entendu parler d'Innsmouth avant le jour où je l'ai vu pour la première fois. Je parcourais la Nouvelle-Angleterre, en touriste, amateur d'antiquité, d'architecture, et j'avais projeté d'aller directement du vieux Newburyport jusqu'à Arkham, d'où venait la famille de ma mère. Mon oncle, qui vivait seul à Arkham, depuis que sa femme était morte et que son fils Lawrence, pris de folie, séjournait dans un asile d'aliénés, m'avait déconseillé ce voyage, trop incertain pour un jeune homme de la côte ouest. Mais j'avais insisté. Un billet pour Arkham, s'il vous plaît. Le moins cher. $3.40. Tant que ça ? C'est le tarif le plus bas pour le train. C'est trop cher pour moi. Désolé, j'ai pas mieux à vous proposer. Et par le bus ? Il n'y en a pas. Ou alors il vous faut revenir en arrière. Ceci dit, vous pourriez peut-être prendre le vieil autobus de la côte. Il passe par Innsmouth. Vous avez dû en entendre parler. C'est un type d'Innsmouth qui le conduit. Joe Sargent. Les places doivent pas être très chères, mais j'y vois jamais plus de 2 ou 3 personnes. Et toujours des gens d'Innsmouth. Il quitte la Grand Place en face de la pharmacie Hammond à 10h le matin et à 7h le soir. À moins qu'il ait changé dernièrement. Innsmouth ? Je la trouve pas sur ma carte. Pas étonnant. Innsmouth, c'est une étrange ville à moitié déserte. Un peu oubliée à l'embouchure du Manuxet. Autrefois, ils avaient quelques fabriques, mais il ne reste rien aujourd'hui qu'un atelier d'affinage d'or qui fonctionne à très petit rendement. Vous dites ça bizarrement ? Par ici, on n'aime pas trop les gens d'Innsmouth. On raconte des histoires sur certaines familles, comme les Marsh. Moi, je suis pas d'ici, je suis du Vermont, alors j'y fais pas trop attention. Je crois qu'ils ont peur à cause de toutes ces fables. Celles sur le récif du diable en face d'Innsmouth, ou sur des maladies étranges venant de Chine ou du Pacifique qui auraient attrapé les gens de cette ville. Il y a eu aussi des émeutes le siècle dernier, et toutes sortes d'horreurs dont la ville, je crois, n'a jamais été délivrée. Ces histoires anciennes ne suffisent pas à rendre la ville infréquentable ? Je suis d'accord avec vous, jeune homme. Je crois que la vraie raison de l'attitude des gens d'ici, c'est simplement un préjugé racial. Vous êtes de l'Ouest, pas vrai ? C'est exact. Vous devez savoir que nos bateaux de Nouvelle-Angleterre avaient souvent affaire avec d'étranges ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud, et qui ramenaient quelquefois de drôles d'individus. Vous avez sans doute entendu parler du gars de Salem qui est rentré chez lui avec une femme chinoise. Pas vraiment. Vous savez peut-être qu'il y a encore un tas d'indigènes des îles Fidji dans les parages de Cape Cod. Non plus ? Qu'importe. Il doit y avoir une histoire de ce genre, car il y a quelque chose de spécial dans le physique des habitants d'Innsmouth. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça vous met mal à l'aise. Vous le remarquerez un peu chez Joe Sargent si vous prenez son bus. En tout cas, personne ni ici ni à Arkham ne veut avoir de rapport avec eux. Et ils se montrent même distants quand ils viennent en ville ou si quelqu'un essaie de pêcher dans leurs eaux. Je n'ai pas l'intention de pêcher, rassurez-vous. On peut dormir à Innsmouth ? Il y a un seul hôtel, la maison Gilman. Je crois qu'il n'est pas bien fameux et je vous déconseille de l'essayer. Vaut mieux prendre le bus de 10h, rester un peu sur place et ensuite vous aurez un autobus pour Arkham à 8h du soir. Je pense que vous risquez rien en y faisant un tour dans la journée, même si les gens de par ici vous le déconseillent. Si vous venez seulement en tourisme pour voir des choses d'autrefois, Innsmouth devrait être un endroit idéal pour vous. Un peu avant 10h, j'étais ma petite valise à la main devant la pharmacie Hammond, sur la place, pour attendre l'autobus d'Innsmouth. Personne d'autre que moi. Et les rares passants semblaient éviter de passer à proximité. L'employé de la gare n'avait donc pas exagéré l'aversion de la population locale pour Innsmouth et ses habitants. Peu après, un petit car gris sale, extrêmement délabré, a dévalé State Street à grand bruit et s'est arrêté près de moi au bord du trottoir. Les 3 passagers, bruns, négligés, l'air morose et assez jeunes, sont descendus en silence,
presque furtivement. Je me suis approché du fameux Joe Sargent, le chauffeur, dont avait parlé l'employé de la gare. Une répugnance instinctive que je ne pouvais ni expliquer ni réprimer m'a aussitôt envahi. Il avait une tête étroite, des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fuyants, et des oreilles singulièrement atrophiées. C'est bien le bus pour Innsmouth ? Ouais. Un billet alors. Vous êtes sûr? Oui. Un billet pour Innsmouth ? 60 cents. J'ai tendu $1 et il m'a rendu la monnaie de ses grandes mains aux doigts courts. À regret, j'ai constaté qu'il n'y aurait pas d'autres passagers que moi dans l'autobus. Il me déplaisait de voyager seul avec ce chauffeur. Le véhicule délabré a démarré pour rouler bruyamment entre les vieux bâtiments et quitter la ville. La journée était chaude et ensoleillée et le voyage paraissait lent et pénible. Le paysage de sable, de carex et d'arbustes rabougris devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l'eau bleue de l'océan, tandis que notre chemin étroit s'éloignait de la grande route. Il n'y avait plus de maison en vue, et je jugeais, d'après l'état de la chaussée, que la circulation était très réduite dans les parages. Notre route étroite s'est mise à monter en pente raide, et j'ai éprouvé un étrange malaise. L'odeur de la mer prenait une signification inquiétante, et le chauffeur silencieux, avec son dos voûté et sa tête étroite, devenait de plus en plus détestable. Arrivé au sommet, la vallée s'est déployée de l'autre côté, à l'endroit où le Manuxet rejoignait la mer. À l'horizon lointain et brumeux, on distinguait l'étrange panorama. J'étais face à face avec Innsmouth, la ville épiée par la rumeur. En approchant à mesure que la route redescendait, je voyais beaucoup de toits complètement effondrés. Le délabrement était pire près des quais. Le port, depuis longtemps ensablé, était protégé par une vieille digue de pierre et à son extrémité ce qui semblait les fondations d'un phare disparu. Au large, on apercevait, malgré la marée haute, une longue ligne noire, presque à fleur d'eau, qui donnait l'impression d'une étrange malignité latente. Ce devait être le récif du diable. À mesure que nous arrivions, une odeur de poisson écœurante s'installait. L'autobus est parvenu à une sorte de vaste carrefour, avec des églises des deux côtés, et au centre, les restes en lambeaux d'une pelouse. À ma droite, un grand édifice à colonnes. La peinture, autrefois blanche, en était à présent grise, écaillée, et l'inscription noir et or sur le fronton était ternie au point que j'ai eu du mal à déchiffrer les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». Ça et là, quelques jeunes gens apparaissaient sur les trottoirs, seuls ou par petits groupes silencieux de 2 ou 3. Le rez-de-chaussée des maisons croulantes abritait parfois de modestes boutiques aux enseignes minables. Le bus a débouché sur une grande place semi-circulaire avant de s'arrêter devant une bâtisse couronnée d'un belvédère, portant des restes de peinture jaune et une enseigne à demi effacée qui annonçait la maison Gilman. Innsmouth, on y est. Pour Arkham ? Départ à 8h ce soir du même endroit. Merci. J'ai quitté le bus et son chauffeur pour entrer dans l'hôtel, où patientait un hôtelier à l'air maussade. Bonjour. C'est pourquoi? Je reste la journée à Innsmouth. Je peux vous laisser mon bagage ? Mettez ça dans le coin. Ça risque rien ici.
Je repars pour Arkham à 8h. Je passerai un peu avant. Comme vous voulez. Sur la grande place, d'où l'autobus était déjà reparti, la plupart des bâtiments étaient tous en bon état. Je comptais une douzaine de boutiques toujours en activité. L'une d'elles était une épicerie, succursale de la First National, une autre un restaurant lugubre, suivi d'une pharmacie, du bureau d'un poissonnier en gros à l'extrémité de la place. Il y avait une dizaine de personnes, 4 ou 5 automobiles et camions arrêtés çà et là. J'apercevais à l'est le bleu du port, sur lequel se détachaient les ruines de 3 clochers géorgiens, superbes en leur temps. Et vers le littoral, sur l'autre berge de la rivière, le bâtiment que je supposais être l'affinerie Marche. Je me dirigeais vers l'épicerie. Celui qui s'en occupait seul était un garçon d'environ 20 ans. Bonjour, Monsieur ? je cherche un restaurant pour déjeuner. J'en ai repéré un sur la place, mais j'espère trouver mieux. Ah, c'est le sol. Désolé. Dans ce cas, je vais vous prendre des biscuits au fromage et des gaufrettes au gingembre. Je m'en contenterai. Bien, monsieur. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Oh non. Je viens d'Arkham. Et j'y retourne chaque fois que j'ai un moment de liberté. Mes parents regrettent que je travaille à Innsmouth. Mais la direction de la First National m'a envoyé ici. Et je voulais pas perdre mon emploi. Vous êtes de passage ? Oui. Tant mieux, car il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il n'y a ni bibliothèque municipale, ni rien pour se distraire. Je suis là pour visiter et observer les éléments historiques et architecturaux. Ah, un touriste donc. Si vous voulez, je vous dessine un plan, ça sera plus facile. Beaucoup de rues ont perdu leurs plaques. Vous êtes bien aimable. La rue par laquelle vous êtes arrivé, c'est Federal Street. À l'ouest se trouvent les rues des anciens beaux quartiers, Broad, Washington, Lafayette et Adam Street. Et à l'est, les taudis du côté de la mer. C'est là, le long de Main Street, que se trouvent les vieilles églises géorgiennes. Mais elles sont abandonnées depuis longtemps. Mieux vaut ne pas se faire trop remarquer dans ces parages, surtout au nord de la rivière, hein, car les gens sont hostiles. Quelques étrangers auraient même disparu et certains endroits sont presque des territoires interdits. Vraiment? Il faut pas traîner près de l'affinerie Marche, ni autour d'aucune église encore active, ou de la salle à colonnes de l'ordre de Dagon. Pourquoi donc? Elles ont été désavouées par leurs confessions respectives pour avoir adopté des rituels bizarres. Mon pasteur à Arkham, en sachant que je venais ici, m'a recommandé de ne fréquenter aucune église à Innsmouth. Et les habitants? Comment dire... Ils sont insaisissables, furtifs. Et on se demande bien comment ils peuvent passer leur temps en dehors de leur activité intermittente de pêcheurs. Une chose curieuse pourtant, ils adorent l'eau et nagent énormément dans la rivière et dans le port. Ils font même des courses de natation jusqu'au récif du diable. Physiquement, ils sont assez particuliers, je trouve. Vous voulez dire qu'ils sont vraiment épouvantables? Surtout ces yeux fixes qu'on ne voit jamais fermés. Et leur voix, fait horreur. Vous remarquerez que ce sont plutôt les gens encore jeunes qu'on voit en public. Plus ils vieillissent, et plus ils sont sujets à des malformations. Tous? Non, bien sûr, il y a des exceptions qui n'ont aucune anomalie, comme le vieux Zadok Allen. Je me suis dit que c'était peut-être une sorte de maladie peu commune qui se transmet dans les familles anciennes d'Innsmouth, comme les Marsh ou les Gilman, et qui provoque des malformations. On cache les plus vieux et les plus répugnants quand les représentants du gouvernement et d'autres personnes du monde extérieur viennent à Innsmouth. Bon, en même temps, je suis là depuis peu. Si ça vous intéresse vraiment, il faudrait trouver Zadok Allen pour en savoir plus. Même si c'est un vieil alcoolique qui divague beaucoup et qui perd la tête, il connaît des tas d'histoires sur la ville. Des histoires fantastiques qui devraient vous intéresser si vous aimez les choses anciennes. Pourquoi pas? On le trouve où? Il vit à l'hospice tout en haut du quartier nord et passe son temps à aller et venir ou à flâner près de la caserne des pompiers. Hein? Un conseil. Soyez discret. Les gens de la ville n'aiment pas le voir parler avec des étrangers. Bien décidé à ne parler qu'aux habitants qui me paraîtraient normaux et à prendre le bus de 8 heures pour Arkham,
J'ai commencé ma visite assez déconcertante des rues d'Innsmouth, étroite et condamnée à l'ombre. La ville, je le voyais bien, offrait un exemple extrême et significatif de déchéance collective. Je passais tout près de la Finery Marsh, singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l'escarpement qui dominait la rivière. Le quartier était tellement désert que j'en ai frissonné. Certaines maisons étaient occupées, mais la plupart avaient été aveuglées par des planches clouées. D'autres rues aussi désertes gardaient en revanche beaucoup d'entrepôts de briques et de pierres en excellent état. J'arrivais enfin au port. Je ne voyais pas un être vivant, à part de rares pêcheurs au loin sur la digue, et je n'entendais pas d'autre bruit que le clapotis de la marée dans le port. Au nord de la rivière, il y avait quelques traces de vie misérable. Conserverie de poissons en pleine activité, fumée de cheminées et toits réparés ici et là, bruit de provenance indéterminée, silhouettes aux pas traînant dans les rues mornes et les ruelles non pavées. Mais cela me semblait encore plus oppressant que l'abandon du quartier sud. Les gens étaient plus hideux et anormaux que ceux du centre de la ville. Sans aucun doute le sang étranger dans la population d'Innsmouth était-il ici plus présent que vers l'intérieur des terres. À moins que la malformation d'Innsmouth ne soit une maladie, plutôt qu'une tare héréditaire, auquel cas ce quartier abritait les lésions les plus graves. Je n'ai pris que le temps de regarder 2 églises, belles, mais en ruine, et j'ai quitté en hâte ces immondes taudis du front de mer. Je pénétrai alors dans l'ancien quartier aristocratique. Bien que mal pavés et négligés, ces vieilles avenues ombragées d'ormes n'avaient pas perdu toute leur dignité. On ne voyait pourtant aucun être vivant dans ces rues, et je me suis étonné de l'absence totale de chats et de chiens à Innsmouth. Remontant la rue jusqu'à la rivière, je me suis trouvé devant une ancienne zone industrielle et commerciale. Je remarquai les restes d'une vieille gare. Des créatures furtives aux pas traînants me jetaient des regards énigmatiques. Innsmouth devenait rapidement intolérable. Je suis alors retourné en direction de la grande place, dans l'espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham avant l'heure de départ, encore éloigné du sinistre autobus. C'est alors que j'ai vu la caserne de pompiers délabrée, et que j'ai remarqué un vieillard, à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants, qui, assis sur un banc, bavardait tout seul. Ce ne pouvait être que Zadok Allen, dont les histoires sur la vieille ville d'Innsmouth étaient soi-disant incroyables. Dans une boutique minable, j'ai acheté au prix fort une bouteille de whisky de contrebande dans le but d'attirer le vieil alcoolique. Bientôt il me suivait d'un pas traînant avec un air d'envie. Hey, monsieur! Je me suis dirigé vers la partie sud des quais entièrement abandonnés que j'avais déjà visités. Monsieur! Quoi? Une seconde. Attendez. Il se trouve, comment dire, que j'ai une sacrée soif et que... Vous voulez goûter un peu de cette bouteille? Sans vous obliger. Tenez. Nous étions au milieu d'une totale désolation de ruines vertigineuses ouvertes vers la mer. Entre des murs de briques croulants, où l'atmosphère d'abandon et de mort était macabre, et l'odeur de poisson presque intolérable. Vraiment, il faisait bien chaud. Reprenez-en un peu, si vous voulez. Puisque vous insistez. Je lui désignai alors l'îlot rocheux. C'est le récif du diable, n'est-ce pas? Ouais. C'est là que tout a commencé. Là où commence l'eau profonde. La porte de l'enfer. C'est le vieux capitaine Obed Marsh qui a tout fait. Qui a trouvé dans ces îles de la mer du Sud
des choses qui ont pas fait bien. Qu'est-ce qu'il a fait, ce capitaine Marsh? Dans ce temps-là, ça allait mal pour tout le monde. Le commerce dégringolait, les usines n'avaient plus de travail, même les nouvelles. Et puis, les meilleurs de nos gars avaient été tués dans la guerre civile. Obed Marsh, lui, il avait 3 bateaux sur l'eau. Jamais il n'y a eu personne comme le capitaine Obed. C'est un vieux suppôt de Satan. Il parlait d'une île à l'est de Tahiti, où il y avait des tas de ruines en pierre si vieilles que personne ne savait rien dessus. Pareil que sur Bonap, dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme les grandes statues de l'île de Pâques. C'est Obed qui a trouvé la vérité sur ces païens. Le capitaine, il lisait dans les gens comme dans les livres. Personne ne veut jamais me croire aujourd'hui quand je dis tout ça. Et vous non plus, je suppose, jeune homme. Je n'ai pas dit ça. Pourtant, à bien vous regarder, vous avez des yeux qui savent lire, pareil qu'Obed. Eh bien, monsieur, Obed, il a appris qu'il y avait des choses sur cette terre que presque personne n'en a jamais entendu causer. À ce qui paraît, ces Kanaks sacrifiaient des tas de leurs gars et de leurs filles à des créatures qui habitaient sous la mer. Et ils recevaient en échange des tas de faveurs. Les créatures, elles ont dit aux Kanaks que s'ils mélangeaient leur sang, ils naîtraient des enfants qu'aurait d'abord l'air humain, mais plus tard, ils viendraient de plus en plus pareils à elles. Puis, à la fin, ils se mettraient à l'eau pour aller rejoindre les autres au fond. Et l'important, jeune homme, c'est que ceux qui seraient devenus des poissons et qui iraient dans l'eau, ils mourraient jamais. Sauf si on les tuait. Mais quel rapport avec Innsmouth? Comme je l'ai dit, la plupart des gens de la ville ont pris les temps difficiles résignés comme des moutons. Mais ça tournait mal pour eux, vu que la pêche donnait plus grand-chose et que les usines marchaient au ralenti. C'est là qu'Obed il a commencé à enguirlander les gens parce qu'ils étaient trop bêlants et qu'ils priaient un Dieu chrétien qui leur donnait rien du tout. Il a dit qu'il connaissait des gens qui priaient des dieux qui leur donnaient des tas de poissons et pas mal d'or. Ils lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour les mener à cette religion qui leur serait si utile là. J'ai tendu ma bouteille et Zadok l'a vidée jusqu'à la dernière goutte. Il a léché le goulot avant de la glisser dans sa poche, puis il s'est mis à dodeliner de la tête. Et c'est comme ça que le pasteur congrégationaliste, ils l'ont chassé de la ville. Et le méthodiste, il est parti.
on n'a jamais revu Resolvon Babcock, le Baptiste. J'étais petit, mais je sais bien ce que j'ai vu et entendu. Vous me croyez pas, hein? Alors dites-moi donc, jeune homme, pourquoi le capitaine Obed et une vingtaine de drôles de gens allaient en canot jusqu'au récif du diable, en plein milieu de la nuit, en chantant si fort qu'on les entendait dans toute la ville, quand le vent était dans le bon sens? Dites-moi ça un peu, hein? Et dites-moi pourquoi Obed, il jetait toujours des choses lourdes dans l'eau profonde de l'autre côté du récif, là où ça descend à pic pareil d'une falaise, si bas qu'on peut pas sonder le fond. Vous commencez à comprendre, hein? Peut-être bien que ça vous aurait plu d'être à ma place à cette époque-là, hein, quand je voyais tout ça, la nuit sur la mer, du belvédère qui était en haut de ma maison. Aussi, une nuit, j'ai emporté au belvédère la lunette marine de mon papa. Et j'ai vu le récif tout grouillant de formes qui n'étaient pas des formes humaines. Hein? Je ne comprends pas. Supposez qu'une nuit, vous auriez vu quelque chose de lourd jeté du Doris d'Obed de l'autre côté du récif, et que vous auriez appris le lendemain qu'un jeune gars avait disparu de chez lui, hein? Qui n'a jamais revu Hiram Gilman et Nick Pierce et Lulai White et Adoniram Southwick et Henry Garrison, hein? Personne n'a rien fait? Si. La ville a commencé à y regarder et à réfléchir de son côté. Trop de gens disparus. Trop de sermons énergumènes aux assemblées du dimanche. Trop de racontards du fameux récif. Une nuit, ils ont été tout un groupe à suivre la troupe d'Obed jusqu'au récif. Et j'ai entendu des coups de feu entre les Doris. Le lendemain, Obed et 22 autres, ils étaient en prison. Tout le monde se demandait ce qui se passait au juste. De quoi on pourrait bien les accuser. Seigneur, si quelqu'un avait pu prévoir, 2 semaines plus tard, quand on n'avait rien jeté à la mer tout ce temps-là, cette nuit épouvantable, je les ai vus. J'étais en haut, dans le belvédère. Ils étaient des foules, des essaims, tout partout sur le récif. Et ils sont montés à la nage dans le port, jusque dans le Manuxet. Seigneur, ce qui a pu arriver dans les rues d'Innsmouth cette nuit-là, ils ont secoué notre porte, mais papa n'a pas voulu ouvrir. Puis, il est sorti par la fenêtre de la cuisine avec son mousquet. Des tas de morts et de mourants. Des coups de feu et des cris. On hurlait sur la vieille place et la grande place et partout. Les portes de la prison enfoncées. Proclamation, trahison. On a dit qu'il y avait eu la peste quand les gens sont venus et ils ont vu qu'il manquait la moitié des habitants. Il restait que ceux qui étaient avec Obed et les créatures. Ou alors ceux qui se tenaient tranquilles. Et
Puis j'ai jamais plus entendu causer de mon papa. Tout était nettoyé dans la matinée. Mais il y avait des traces. Obed, alors, il prend, comme qui dirait, le commandement, et il dit que ça va changer. On a tous été obligés de faire le serment de Dagon. Tous de la troupe des fidèles de l'ordre à Dagon et les enfants. Ils mourraient jamais. Mais ils retourneraient à notre mère Hydra et notre père Dagon, d'où qu'on était tous venus autrefois. Et le grand Jésus, le grand Dieu qui dort sous la mer, Stiliftagne. Le vieux Zadok tombait vite dans le délire et je retenais mon souffle. Pauvre vieux. À quels pitoyables abîmes hallucinatoires avait été poussé ce cerveau fécond et imaginatif par son alcool, sa haine de la dégradation, de l'inconnu et de la maladie qui l'entourait. Il s'est mis à gémir et les larmes ont coulé le long de ses joues. Vous m'entendez? Je vous dis, je connais ces choses-là. Je les ai vues une nuit. Le cri du vieillard était d'une soudaineté si atroce et d'une horreur tellement inhumaine que j'ai failli m'évanouir. Zadok me secoua. Allez-vous-en. Ils nous ont vus. Sauvez votre vie. Il ne faut plus attendre, ils savent maintenant. Sauvez-vous vite, loin de cette ville. Avant que j'aie pu rassembler mes esprits, il avait relâché son étreinte sur mon épaule pour se précipiter éperdument vers la rue, chancelant en direction du nord, de l'autre côté du mur en ruine de l'entrepôt. J'ai regardé la mer, mais il n'y avait rien. Et quand revenu dans Water Street, j'ai suivi la rue du regard vers le nord, il n'y restait plus de traces de Zadok Allen. J'étais seul, avec à l'esprit une inquiétude grandissante qui s'ajoutait à ma répulsion première pour la ville et l'ombre de son insaisissable fléau. Il était dangereusement tard. J'ai parcouru vivement les rues désertes de toits béants et de maisons chancelantes pour rejoindre l'hôtel où j'avais laissé ma valise et où je trouverais mon bus. Je commençais à voir çà et là des groupes de chuchoteurs furtifs, et en arrivant enfin sur la place, j'ai constaté que presque tous les flâneurs étaient rassemblés devant la porte de la maison Gilman. J'ai eu l'impression que beaucoup d'yeux saillants, humides, immobiles, me regardaient curieusement. Dans l'hôtel, je demandai ma valise. Elle n'a pas bougé de la journée. Merci. L'autobus est arrivé un peu avant 8 heures. Sargent a jeté dehors un sac postal et un paquet de journaux, puis il est entré dans l'hôtel. Je suis monté dans la voiture vide, mais à peine étais-je installé que Sargent est reparu. Pas de chance. Il y a un problème. Quelque chose s'est détraqué dans le moteur. Il a pourtant bien marché ce matin. Je sais, mais il pourra pas continuer jusqu'à Arkham. Vous allez réparer? Ouais, mais pas cette nuit. Peut-être que quelqu'un avec une voiture pourra me conduire. Ça m'étonnerait. Je suis désolé, mais va falloir coucher à l'hôtel Gilman. On vous fera certainement un prix à la réception. Quasi stupéfait de cet obstacle imprévu, et redoutant vivement la tombée de la nuit dans cette ville pourrissante à peine éclairée, j'ai quitté l'autobus, et je suis rentré dans le hall de l'hôtel. J'écoute. Je crois que je vais rester ici pour la nuit, en attendant qu'on répare le bus. Vous voulez une chambre? S'il vous plaît. $1.
Vous signez le registre et je vous conduis à la 428. L'hôtelier a pris ma valise pour monter 3 étages de marches grinçantes, en dépassant des couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement déserts. Au fond du couloir se trouve la salle de bain. Pour vous. Merci. Si je désire manger, Rien d'autre que le restaurant de la place. L'épicerie est déjà fermée. ma chambre, une pièce sombre à l'arrière de l'hôtel, avec 2 fenêtres et maigrement pourvues de meubles bon marché, donnait sur une cour lugubre, cernée encore par des bâtiments de briques, bas et apparemment abandonnés, et dominait un panorama de toits vétustes qui s'étendait vers l'ouest. Je suis descendu sur la grande place pour gagner le restaurant que j'avais d'abord évité. Il était tenu par un homme voûté à la tête étroite, aux yeux immobiles et sans expression, et une fille au nez plat et aux mains incroyablement épaisses et maladroites. On ne servait qu'au comptoir. Je me suis contenté d'un bol de soupe aux légumes et j'ai regagné aussitôt le Gilman où l'hôtelier regardait dans le vide, derrière son comptoir. Par hasard, vous n'auriez pas un journal ou deux ? Un journal ? J'ai le journal d'Arkham qui vient d'arriver et je dois avoir 1 ou 2 magazines, un peu plus vieux. Ça ira très bien. Je regagnai ma triste chambre. J'allumai la faible ampoule électrique au-dessus du modeste lit de fer pour essayer autant que possible de lire, car je jugeais opportun d'occuper sainement mon esprit. L'histoire folle que m'avait racontée le vieil ivrogne ne me promettait pas de rêve très agréable. Peut-être aurait-il été plus facile de détourner mes réflexions de ces sujets troublants si la chambre n'avait pas autant empesté le moisi. Cette odeur atroce, hideusement mêlée à celle du poisson qui régnait dans la ville, ramenait sans cesse mon imagination à la décomposition et à la mort. Je me suis levé pour fermer le verrou de la porte. Celui-ci était coincé et ne tournait pas. Je suis parvenu à le faire fonctionner grâce à un petit couteau que j'avais dans ma valise. J'étais assez soulagé d'avoir verrouillé la porte. Il y avait aussi des verrous aux portes de communication des 2 chambres voisines et je les ai poussés aussitôt. Au bout d'un certain temps, j'ai cru entendre craquer l'escalier et les couloirs comme sous des pas. Et j'ai supposé que les autres chambres commençaient à se remplir. Finalement, éprouvant assez de fatigue, j'ai éteint la lumière. Après un lugubre intervalle, est venu ce bruit léger, terriblement reconnaissable, qui semblait la funeste justification de toutes mes frayeurs. À n'en pas douter, on essayait une clé dans la serrure de ma porte. J'ai gardé un silence de mort, en attendant ce qu'allait faire l'intrus supposé. Le verrou que j'avais fermé résistait, et le plancher a grincé quand le rôdeur a quitté la pièce. Un moment plus tard, j'entendais qu'on pénétrait dans la chambre au nord de la mienne, puis qu'on essayait doucement la serrure de la porte qui donnait dans ma chambre. Enfin, un autre bruit discret m'apprenait qu'on entrait dans la chambre du sud, suivi d'un nouveau tâtonnement sur le verrou de la porte de communication et nouveau grincement d'un pas qui battait en retraite. J'ai essayé d'allumer l'ampoule au-dessus du lit, mais rien ne s'est passé.
On avait donc coupé le courant. Tandis que je réfléchissais, la main sur l'interrupteur inutile, j'ai perçu un craquement étouffé à l'étage au-dessous. Et j'ai cru distinguer le bruit d'une conversation à peine articulée, qui ressemblait bien peu à un langage humain connu. La seule chose à faire qui m'est venue à l'esprit était de quitter cet hôtel vivant, en toute hâte, et par une autre issue que l'escalier et le hall d'entrée. Je me suis dirigé sur la pointe des pieds vers les fenêtres pour examiner les moyens de descendre. Mes fenêtres donnaient sur un à-pic de 3 étages jusqu'à la cour pavée, mais à droite et à gauche, d'anciens bâtiments industriels en briques contigus à l'hôtel pouvaient me servir pour partir. Il fallait cependant que je pénètre dans l'une des chambres voisines de la mienne, soit au nord, soit au sud. Je devrais passer par l'une des portes de communication et il me faudrait forcer les serrures et les verrous en me servant de mon épaule. J'ai barricadé ma porte sur le couloir avec la commode, que j'ai poussée petit à petit pour faire le minimum de bruit. Une lueur vacillante est alors apparue à travers mon imposte, et le plancher du couloir gémissait sous un pas pesant. On avait dû m'entendre. Des sons étouffés, peut-être des voix, se sont rapprochés, et enfin on a frappé vigoureusement à ma porte. D'abord, j'ai seulement retenu mon souffle et j'ai attendu. J'avais l'impression qu'il s'écoulait des éternités, et l'écœurante odeur de poisson des alentours s'est soudain aggravée de façon alarmante. Puis on a frappé de nouveau, sans arrêt et avec une insistance grandissante. J'ai tiré le verrou de la porte de communication au nord. À l'extérieur, les coups redoublaient. Je me suis jeté à plusieurs reprises sur le mince panneau, l'épaule gauche en avant. La porte a résisté plus que je ne m'y attendais, mais je n'ai pas renoncé. Le tumulte au dehors ne faisait que croître. La porte de communication a fini par céder, mais avec un tel fracas que dans le couloir on avait dû l'entendre. Immédiatement, les coups sont devenus un martèlement violent, tandis que des bruits de clés inquiétants résonnaient aux portes des chambres voisines. Me ruant dans celle que je venais d'ouvrir, j'ai réussi à verrouiller la porte du couloir avant qu'on ne puisse l'ouvrir. Au même moment, j'ai entendu un passe-partout grincer à la porte extérieure. Une vague d'horreur presque monstrueuse m'envahissait. J'ai dû me contenter de coincer la porte d'entrée et la porte de communication en poussant un lit contre l'une, une commode contre l'autre. Dehors, la lune baignait le faîtage du bâtiment au-dessous, et je voyais que le saut serait terriblement risqué à cause de la pente abrupte sur laquelle je devais atterrir. Alors, enjambant la fenêtre, je me suis laissé descendre. J'ai finalement atterri sans dommage sur les ardoises disjointes du toit pentu, et j'ai réussi à gagner le trou noir de la lucarne sans glisser une seule fois. En levant les yeux vers la fenêtre que je venais de quitter, je voyais qu'elle était toujours obscure. Mais plus loin au nord, entre les cheminées croulantes, je discernais des lumières de mauvais augure qui brillaient dans la salle de l'ordre de Dagon, l'église baptiste et celle des congrégationalistes. Ne voyant personne en bas dans la cour, j'ai espéré avoir une chance de fuir avant le déclenchement d'une alerte générale. Je me suis retrouvé sur les pavés herbeux de la cour. Les rayons de la lune n'arrivaient pas jusque-là, mais j'y voyais juste assez. Certaines fenêtres de l'hôtel Gilman étaient maigrement éclairées et j'ai cru entendre des bruits confus à l'intérieur. Avançant en silence du côté de Washington Street, j'ai aperçu une porte ouverte de l'hôtel Gilman d'où se déversait une énorme foule de silhouettes douteuses. Des lanternes dansaient dans les ténèbres et d'horribles voix coassantes échangeaient des cris étouffés en un langage qui n'avait rien d'anglais. Ces formes se déplaçaient de manière hésitante et j'ai compris à mon grand soulagement qu'elles ignoraient où j'étais allé. Je n'en ressentais pas moins un frisson d'horreur à leur vue. Leurs traits étaient indiscernables, mais la démarche traînante, ramassée, était affreusement repoussante. L'odeur de poisson était détestable, et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans défaillir. Je marchais vite, en silence,
près des maisons en ruine en imitant de mon mieux le pas traînant caractéristique des gens d'Innsmouth, et avec l'espoir de ne rencontrer personne, du moins aucun de mes poursuivants. Devant moi, une rue, très large et légèrement en pente, descendait directement jusqu'au quai et offrait une vue dégagée sur la mer. Et j'espérais que personne ne regarderait de là-bas tandis que je traverserais sous la lune. J'avançais sans encombre, et aucun nouveau bruit ne m'a fait supposer qu'on m'avait observé. Jetant un coup d'œil autour de moi, je ralentissais involontairement un instant pour admirer au bout de la rue la mer somptueuse dans tout l'éclat du clair de lune. Au-delà de la digue, j'apercevais le vague profil noir du récif du diable. Alors, sans avertissement, s'est produite une série d'éclairs sur le lointain récif. Mes muscles se sont tendus. Et pour empirer les choses, jaillissait maintenant du haut du belvédère de l'hôtel Gilman, qui s'élevait derrière moi au nord-est, une suite de lueurs analogues. J'ai repris mon allure vive, tout en feignant de traîner les pieds. Et je ne cessais de surveiller l'infernal et menaçant récif pour m'apercevoir que les eaux éclairées par la lune entre le récif et le rivage étaient loin d'être vides. Elles fourmillaient d'une horde grouillante de formes qui y nageaient en direction de la ville. J'ai entendu à ma gauche quelque chose comme la clameur d'une poursuite organisée. En une seconde, tous mes projets étaient entièrement renversés. Si la route du sud était bloquée devant moi, il fallait évidemment sortir d'Innsmouth par un autre chemin. Sans doute la vieille gare. Pendant que je guettais, suffoqué par une nouvelle vague de l'odeur de poisson, après une courte accalmie, j'ai aperçu une troupe de formes grossières et ramassées qui allaient dans la même direction à pas traînants ou bondissants. C'étaient bien ceux que j'avais vus dans la cour du Gilman et qui devaient suivre ma piste de plus près. Je suis parvenu sain et sauf aux lugubres ruines d'une série d'entrepôts. Rien ne bougeait dans cette rue morte. Il y avait encore une trotte jusqu'à la gare. Quelque chose approchait sur cette route. La puanteur devenait atroce, et les bruits s'enflaient en un vacarme bestial de coassement, d'aboiements, de hurlements sans le moindre rapport avec la parole humaine. La horde était tout près maintenant. Elle infectait l'air de ses rauques grognements. Le sol tremblait presque au rythme étranger de sa marche. J'en perdais le souffle. Je les ai vus. Leur couleur dominante était un vert grisâtre. Leur forme rappelait l'anthropoïde, avec une tête de poisson aux yeux prodigieusement saillants qui ne se fermaient jamais. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4. Et la voix, et l'odeur. L'odeur. Un instant plus tard, tout s'effaçait dans un miséricordieux évanouissement de ma vie. C'est une douce pluie qui m'a réveillé en plein jour de ma léthargie. L'odeur de poisson aussi avait disparu. J'ai gagné la route en chancelant. Les toits en ruine d'Innsmouth et ses clochers effondrés se dessinaient en gris vers le sud-est. Mais je n'apercevais aucun seul être vivant aux alentours. Ma montre, qui marchait encore, m'a appris qu'il était plus de midi. La réalité de ce que j'avais vécu était extrêmement douteuse dans mon esprit. Pourtant, il me fallait échapper à cette ville maudite. Malgré la faiblesse, la faim, l'horreur et l'hébétude, je me suis trouvé au bout d'un certain temps capable de marcher. Je m'acheminais donc lentement sur la route de Rowley. Avant le soir, j'étais au village, où j'ai pu enfin dîner et me procurer des vêtements convenables. J'ai pris le train de nuit pour Arkham, où mon oncle m'a accueilli. Tu es allé à Innsmouth? Tu n'aurais pas dû. Cette ville a mauvaise réputation. Maintenant, je sais pourquoi.
Comment va mon cousin Lawrence? Il est toujours enfermé dans cet asile de canton. Et je crains qu'il n'en sorte jamais. Son état, autant mental que physique, est déplorable. C'est dur pour un père. Mais il fallait s'y attendre. Comment ça? Il y a toujours eu quelque chose d'étrange dans notre famille. Tu veux parler de grand-mère? Ou de l'oncle Douglas? Oui. Grand-mère me faisait peur quand j'étais petit. Oncle Douglas aussi. Il y avait un je ne sais quoi dans leur expression figée, sans un battement de cils, qui me causait un vague malaise. Heureusement que maman et toi, vous étiez différents. Nous étions en effet différents. Nous tenions surtout de notre père. Tu sais comment oncle Douglas est mort? Il s'est tiré un coup de revolver. En effet. Mais quelque temps auparavant, il avait fait un séjour à Innsmouth. Tu es sûr? Absolument. Il cherchait des informations généalogiques sur notre grand-mère, ton arrière-grand-mère. Personne ne savait d'où elle venait. Sa parenté était singulièrement mystérieuse. On la croyait orpheline d'un Marsh du New Hampshire. La famille Marsh? Oui. On parlait d'un cousin des Marsh du comté d'Essex, mais elle avait été élevée en France et ignorait presque tout d'elle. Beaucoup insinuaient qu'elle était peut-être la fille naturelle de quelques Marsh haut placés. Elle avait assurément les yeux des Marsh. On se posa surtout des questions après sa mort prématurée, qui survint à la naissance de ma mère, son unique enfant. Ça ne va pas? Tu m'apprends que les Marsh sont peut-être dans mon arbre généalogique. Et après ce que j'ai vu à Innsmouth, ce n'est guère réjouissant. Qu'est-ce que tu as vu à Innsmouth? Qu'est-ce que ton oncle Douglas a pu voir à Innsmouth? Rien. Rien que je puisse raconter aujourd'hui. Je suis rentré chez moi plein de sombres méditations et de craintes. Pendant plus de 2 ans, j'ai combattu ces réflexions avec un certain succès. Mon père m'a procuré une situation dans une compagnie d'assurance, et je me suis enterré dans la routine, le plus profondément possible. Pourtant, durant l'hiver 1930-1931, les rêves ont commencé. Ils étaient d'abord très espacés et insidieux, puis de plus en plus nombreux et frappants au fil des semaines. De grandes étendues liquides s'ouvraient devant moi et j'errais à travers de gigantesques portiques engloutis et des labyrinthes de murs cyclopéens envahis d'herbes en compagnie de poissons grotesques. J'en rêvais bien plus que je n'en pouvais retenir. Tous ces phénomènes m'affectaient durement. La santé et ma physionomie se sont dégradées régulièrement, jusqu'au jour où j'ai dû enfin renoncer à ma situation pour adopter la vie immobile et recluse d'un malade. C'est alors que j'ai commencé à m'examiner devant la glace, avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont pas agréables à observer, mais dans mon cas, l'altération était plus subtile et plus déconcertante. Mon père a paru s'en apercevoir lui aussi, car il s'est mis à me regarder curieusement, presque avec effroi. Que m'arrivait-il? Serait-il possible que j'en vienne à ressembler à ma grand-mère et à mon oncle Douglas?
fait un rêve terrifiant dans lequel je rencontrais mon aïeule au fond de la mer. Elle avait changé, comme changent ceux qui prennent goût à l'eau, et me disait qu'elle n'était jamais morte. Moi non plus, je ne mourrai jamais, mais je vivrai avec ceux qui existaient déjà bien avant que l'homme ne foule la terre. On n'a jamais pu détruire les créatures des profondeurs. Pour le moment, ils se reposaient, mais un jour, ils se souviendront. Ils monteront à nouveau prélever le tribut que le grand Cthulhu, le dieu qui dort sous la mer, désirait ardemment. Ce sera la prochaine fois une cité plus importante qu'Innsmouth. Je devrais faire pénitence pour avoir provoqué la mort des hommes de la surface, mais la peine serait légère. Ce matin-là, le miroir m'a appris irrévocablement que j'avais désormais la malformation d'Innsmouth. Jusqu'ici, je ne me suis pas tué comme mon oncle Douglas. J'ai acheté un pistolet automatique et j'ai failli sauter le pas. Mais certains rêves m'en ont dissuadé. J'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil. Puis je m'éveille avec une sorte d'exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d'attendre la complète métamorphose comme la plupart l'ont fait. Sinon, mon père m'enfermerait probablement dans une maison de santé de la même façon que mon pauvre petit cousin Lorenz. Des splendeurs inouïes et stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs, et j'irai bientôt à leur recherche. Je vais tout préparer pour que mon cousin s'échappe de cet asile de canton, et nous irons ensemble, à Innsmouth, dans l'ombre des prodiges. Nous nagerons jusqu'à ce récif qui médite dans la mer. Nous plongerons à travers de noirs abîmes, et nous y vivrons à jamais dans l'émerveillement et la gloire. C'était Des ombres sur Innsmouth de Howard Phillips Lovecraft, dans une adaptation de Laurent Martin, avec Guillaume Marquet, le narrateur, Philippe Bauthier, l'employé, Frédéric Antoine, Joe Sargent, Alain Rimou, l'hôtelier, Grégory Kidel, le jeune homme, Jean-Claude Sachot, Zadok Allen, Éric Herson Macarel, l'oncle. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Bernard Laniel. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès.